Bonjour Alexandre Barozzi. Bonjour. Vous êtes né le 31 octobre 1986 à Tarbes. Vous avez 28 ans et avez effectué une carrière de rugbyman professionnel de 2006 à 2013 au poste de pilier, naviguant entre le top 14 et la Pro D2. Ancien joueur de Biarritz et Brive notamment, vous avez quitté le plus haut niveau en 2013 pour aller jouer en Fédéral 1, l'équivalent de la 3e division à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est là que votre destin a basculé le 29 septembre 2013 lors d'un match avec votre nouvelle équipe. Une mêlée qui s'écroule. Cela arrive des centaines de fois dans une carrière, mais cette fois-là, vous ne vous relevez pas. Cet accident vous a causé une section complète de moelle épinière et vous prive depuis de l'usage de vos bras et de vos jambes. Comment allez-vous, un an et demi après cet accident qui avait tant ému et interpellé le monde du rugby? Disons que comment on va, c'est toujours compliqué de dire qu'on va bien, mais moi je veux dire qu'aujourd'hui ça va bien, dans la tête en tout cas, même si mon corps ne fonctionne pas normalement, ça va, je suis très entouré, donc on va dire que ça va bien, j'ai bien assimilé le fait de mon nouvel état, quoi. Et donc pour l'instant on va dire que j'ai la tête sortie de l'eau. Quel souvenir conservez-vous de ce 29 septembre? Je me rappelle de tout en fait. J'ai pas perdu connaissance, donc je me rappelle une entrée en mêlée. On est rentré et c'est tombé de suite, hein. Et j'ai senti tout mon cou craquer, j'ai senti une grande décharge électrique, on va dire, et qu'il n'y a plus rien qui bougeait. Donc c'est un sentiment bizarre. On essaie de se relever, on essaie de bouger et le corps répond pas. Donc Vous avez mis du temps à accepter votre nouvelle étape. en fait, on le sait, mais je pense qu'on ne le réalise pas de suite, hein. Moi, j'étais conscient de mon état, mais on se dit toujours, ça va revenir. On a toujours espoir que quelque chose se passe, que j'ai réellement pris conscience de mon état. Quand j'ai fait un IRM, c'était au bout de 8 mois après la blessure. Et donc là, après cet IRM, qui a vraiment montré la section, là on comprend que c'est grave, que c'est quasi définitif, quoi. D'ailleurs, le radiologue est venu me voir, parce que je tenais vraiment à savoir ce qu'il y avait. Et il m'a dit, bon, vu cette section, déjà, il faut être heureux de l'état que je suis actuellement, quoi. En quoi ça aurait pu être encore pire selon lui? Moi aussi que je suis touché, ça gère le centre respiratoire, en fait. Donc normalement, vu ma blessure, je devrais être avec un respirateur et pas pouvoir bouger, être quasiment alité tout le temps. Donc voilà, ça serait encore plus compliqué, quoi. Mais là, le fait d'être en fauteuil, de pouvoir me mouvoir un peu, déjà de ne pas avoir la tête appuyée, d'être un peu libre en haut du corps, enfin, pour eux, c'est déjà, on va dire, miraculeux, entre guillemets, quoi. Vous dites que c'est un état quasi définitif. Le quasi, comment faut-il l'entendre? Le quasi, c'est que aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand on voit les progrès de la médecine ou de la technologie, on va dire, moi je pense qu'un jour, ils vont réussir à trouver quelque chose, quoi, je ne sais pas. On sait qu'il y a des avancées au niveau que ce soit des cellules souches ou même en Suisse, il y a des avancées au niveau technologique qui font que, pourquoi pas, continuer à espérer qu'un jour, l'État puisse avancer, quoi. Cet espoir-là que vous avez en tête, est-ce qu'il est capital pour votre morale? Capital, oui et non, je pense que pour mon moral, ce qui est capital, c'est mon entourage, quoi. Ma famille, c'est très important. Ma femme, mon fils qui sont là quotidiennement, ça c'est très important. Après, je continue à m'entraîner, à faire de la rééducation assez intensivement pour justement le jour où il y aura quelque chose, que je puisse être prêt à supporter ça et que mon corps ne soit pas trop abîmé et qu'il puisse justement se remouvoir, quoi. Vous y croyez très fort? Ou c'est juste dans un coin de votre tête? Non, c'est dans un coin de ma tête tous les jours. Je me lève pas en me disant demain il va y avoir quelque chose. Je sais qu'un jour ça va se faire, quand je sais pas, dans 10, 15, 20 ans, mais que le jour où il y aura quelque chose, je serai prêt, quoi. Il n'y a jamais de moment où quand même, même si on a cet espoir dans un coin de la tête, on lâche moralement et on se dit pff, Lâcher, non, je pense que c'est sûr qu'il y a des jours c'est plus compliqué que d'autres, mais lâcher, on lâche pas parce que voilà, parce qu'après la vie s'arrête pas, quoi. Si on lâche, on reste au lit toute la journée et c'est fini. Donc moi, mon but c'est pas de rester au lit, c'est d'aller dehors,
de prendre le soleil, d'aller me promener, de voir mon fils marcher, de me promener avec lui, enfin, des choses de la vie toutes simples, quoi. Après, c'est sûr, je ne demande pas à faire. Je vais pas aller à la plage, me baigner, faire du ski. Bon, c'est des choses différentes. La vie ne s'arrête pas, quoi. On continue, on fait des choses différentes, mais on continue à vivre, quoi. Dans Midi Olympique en septembre dernier, votre épouse Isabelle déclarait « Je ne l'ai jamais vu verser une larme, jamais il ne s'est plaint. » Moi qui me plains et envisage le pire au moindre rhume, j'ai eu un peu honte en lisant cela évidemment, mais comment faites-vous pour vous montrer aussi costaud et laisser transpercer aussi peu de fragilité? Bah après, c'est mon état d'esprit de départ, quoi. J'ai jamais rien lâché, ça a toujours été comme ça. Après, j'ai pas fait une grande carrière, j'étais un joueur moyen, mais avec mes capacités, j'ai toujours tout donné. J'ai toujours fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et là, c'est pareil, quoi. Je me dis, toujours ce truc de ne pas abandonner, quoi. Votre fils avait 3 mois au moment de l'accident. Oui. Comment on apprend à vivre avec un enfant justement qui vient juste d'arriver? Est-ce que c'est un soutien ou est-ce que parfois, à l'inverse, ça peut être difficile de se dire on va passer à côté de certaines choses? Sur le moment, non, je me dis pas que je passe à côté de choses. Au contraire, c'est un soutien phénoménal, quoi. Enfin, rien que de le voir, ça donne le sourire, ça donne la patate, ça remotive. Mais au début, c'était compliqué. Pendant un mois et demi, 2 mois, je le voyais peut-être, j'ai dû le voir quoi, 2, 3 fois, mais à chaque fois que je le voyais, c'était un bonheur immense. Après, on me faisait des vidéos, des photos, donc je suivis son évolution quotidiennement. Et lui, vous avez l'impression qu'il est très jeune, qu'il comprend un petit peu les choses? Je pense qu'il comprend que je suis différent, mais quand je vois qu'il y a du monde, même ils viennent tout le temps vers moi, ils viennent sur le fauteuil, ils demandent à monter avec moi. Il ne me met pas de côté, quoi. Au contraire, c'est lui qui vient vers moi, même si moi, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le porter. On a une relation spéciale, mais une très bonne relation. Face au handicap, les gens réagissent de manière très diverse. Il y a peut-être ceux qui se rapprochent parce qu'ils ont envie de soutenir, et il y en a peut-être aussi qui s'éloignent parce que parfois c'est presque un malaise, ils ne savent pas comment se comporter, c'est pas forcément par méchanceté. Est-ce que vous avez connu ces deux situations avec des gens? Oui, ça, mais il y a eu les deux situations. Après, voilà, comme vous dites, au début, peut-être on se dit, ouais, ils nous oublient et tout, mais je pense qu'ils ont peur d'être maladroits par rapport à moi. Ils ne savent pas forcément comment je vais réagir. Mais bon, après, moi, je ne tiens pas compte forcément de ceux qui prennent pas de nouvelles. Je pense plus à ceux qui en prennent. Justement, dans ceux qui en prennent, il y a les copains de Brive, les Mignardi, Mela, le Dovedec. À chaque match, ils vous rendent hommage en portant notamment un bandeau, je crois, dans les cheveux, Oui, parce que c'est c'était ça. un peu votre marque de fabrique. Oui, c'est ça. Ouais, quand je jouais, je mettais toujours un bandeau. C'est depuis que j'ai commencé à Auch. Enfin, c'est un bandeau assez large. C'était pour protéger les oreilles. Donc voilà, des fois, ils me chambraient là-dessus. Et maintenant, c'est eux qui le mettent. Les voir comme ça vous a fait beaucoup de bien. Oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait une pensée de plus. Et voilà, c'est une motivation supplémentaire aussi pour continuer à se battre. Donc ouais, c'est une motivation. Vous arrivez aujourd'hui à regarder du rugby? Aujourd'hui, ouais, je suis comme, on va dire, quand j'étais joueur. C'était difficile juste après mon accident. On va dire que la première saison qui a suivi l'accident, j'ai pas eu tout suivi. Quand je regardais les matchs, je regardais, mais un quart d'heure, après j'en avais marre. Ça me gonflait, alors que là, cette année, je me suis mis à suivre et je suis vraiment comme avant, quoi. Le rugby est devenu de plus en plus dur, de plus en plus violent parfois. Aujourd'hui, vous pensez que les règles sont suffisantes pour protéger les joueurs de rugby et notamment les gens qui s'exposent à la mêlée? Ouais, par rapport à la mêlée, je pense que les règles sont bien faites et je pense pas que c'est la règle qui a fait que moi je sois dans cet état, quoi. Ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'accident de mêlée. Et donc les règles aujourd'hui sont faites justement pour protéger les joueurs. Après moi ce qui m'est arrivé c'est le coup du sort, quoi, on va dire. Vos amis du rugby et donc notamment de Brive ont créé une association qui s'appelle les Amis de Barreau. Ils ont, Ouais. ils ont essayé de rapporter un petit peu d'argent pour vous soutenir. Cette manne financière, c'est quelque chose d'important aussi pour vous aider, sachant que là, vous n'avez plus de revenus. Oui, c'est sûr, ça a été important surtout au début parce qu'on ne sait pas trop où on va, quoi.
quand on vient d'avoir l'accident et qu'on a des charges, qu'on a des crédits, qu'on a des échéances et qu'on n'a plus de revenus, sûr que c'est assez inquiétant entre guillemets. Donc le fait qu'il y ait cette association derrière, ça nous a aidé aussi à lancer les travaux. On va dire les travaux qu'on a fait pour aménager le domicile, avec en plus après l'assurance qui aussi a contribué à lancer ces travaux, quoi. Après, il faut savoir que dans le monde du handicap, tout est très cher, quoi. Un fauteuil roulant, c'est très cher. Aménager une maison spéciale avec des outils spéciaux pour le handicap, c'est très cher aussi. Adapter une voiture, c'est très cher. Tout était vraiment très très cher. Donc, Si c'est indiscret, dites-le, mais ça représente combien d'argent d'adapter une maison, votre maison par exemple? ma maison, c'est en dizaines de milliers d'euros. Il faut compter des dizaines, voire presque centaines de milliers d'euros. Vous vivez aujourd'hui encore avec des regrets par rapport à l'accident ou vous dites simplement que c'était le destin? Non, j'ai aucun regret. Après, je me dis, c'est arrivé là, ça devait arriver. Pareil, ça me serait arrivé en voiture ou ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de ski, j'allais me remettre au ski. Et ça serait arrivé au ski, je sais pas. Je me dis, c'est le destin. Merci beaucoup, Merci à vous. merci infiniment.